Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Solido. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chapitre 2 de nos vidéos spéciales 90e anniversaire. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux hommes et aux femmes qui ont fait Solido. Cet été, nous sommes allés à leur rencontre à Oulin pour échanger avec eux sur leurs expériences dans l'entreprise. Cette vidéo vous présente ainsi leur parcours, leurs histoires et vous permettra d'en apprendre plus sur Solido. On vous laisse en compagnie de ces ex-employés de Solido en espérant que cette vidéo vous plaise. Nous les remercions encore chaleureusement pour avoir accepté de participer à ces vidéos anniversaires et nous remercions également la mairie d'Oulin pour leur accueil et leur disponibilité. Je suis rentrée dans la société parce que j'arrivais dans la région en 1976, j'avais pas de travail et ma belle-mère travaillait chez Solido à l'époque et elle m'a dit écoute, je t'emmène un matin, tu emmènes un curriculum vitae puis tu vois si on peut te... Donc j'ai été partie pour travailler dans l'usine. Et finalement, comme je vous ai dit, avec mon curriculum vitae, j'ai pu évoluer très très favorablement dans ma carrière professionnelle chez Solido, puisque même en la quittant après, j'ai continué à avoir un poste de responsable et qui m'a permis d'avoir une belle carrière professionnelle quand même. Mon meilleur souvenir chez Solido, vu que ça a lancé ma carrière professionnelle, je dirais que c'est mon premier entretien d'embauche avec Madame Lano, qui à la retraite, j'ai été très surprise, est venue habiter mon village où j'habite aujourd'hui. Un jour, je l'ai rencontrée. Puis je dis, vous faites quoi, Madame Lano, ici? Elle me dit, ça y est, je suis à la retraite et j'habite là. Donc, elle habitait Breuil-Pont, moi où j'habitais. C'est elle qui m'avait embauchée en 1976. Donc, je pense que oui, mon meilleur souvenir, ça serait ça, vu que j'ai quand même fait 31 ans dans la même société. Mon frère était à l'époque mouliste et est devenu chef d'atelier mouliste chez Solido. Et il m'a dit, viens chez Solido, c'était à 2 km de chez moi. Et je suis rentré chez Solido comme ça. Et le virus m'a pris. On quittait l'école au mois de juillet, il fallait aller travailler tout de suite. On m'avait mis à travailler dans des endroits qui ne me plaisaient pas. Donc moi, j'ai cherché à aller travailler à l'usine. Puis c'est l'usine, on nous prenait, c'était tout près de chez moi. J'allais en vélo, j'avais 4 km. Et en plus, ça me plaisait. Puis j'ai retrouvé des personnes de connaissance et tout était bien. J'ai toujours habité là. Je suis né dans le coin. Je suis une vieille du pays. Mais pendant la guerre, mon grand-père, en 1940, il a travaillé. Et mon grand-père a été, comme il était âgé, il a été ramassé pour aller surveiller un tunnel à Bréval, là pas loin. Je cherchais du travail, j'étais sur Versailles. Et comme le siège social de Solido était à Versailles, ils ont mis des annonces dans les ANPE. Et j'ai tenté ma chance, j'ai fait 80 km, je suis venu ici, j'ai fait un essai, ils m'ont pris comme outilleur mouliste. Et j'ai commencé comme outilleur mouliste. J'ai été à l'époque, exactement en juillet 84, embauchée par monsieur Nino Bussy, qui était le directeur de Solido, pour remplacer madame Géant, Nicole Géant, qui maintenant s'appelle Nicole Picard, et qui partait en congé maternité. Et j'ai quitté Vérème en 86 pour faire autre chose. Et M. Bussy m'a recontacté en 87 pour me proposer quelque chose qu'il voulait créer et qui était le Club Solido. J'ai pris connaissance, je ne sais pas par quel biais, d'une petite annonce comme quoi la société Solido recherchait aussi une assistante commerciale pour son site d'Oulin. Donc j'ai postulé, j'ai été retenue. C'était pour remplacer une collègue qui partait en congé de maternité. Je suis originaire de l'Orne, du département de l'Orne. Je suis venue faire mes études à Évreux. Et après, donc, j'ai travaillé à Verneuil-sur-Avre, qui est dans l'Eure. Et Solido, j'ai déménagé de Verneuil-sur-Avre pour venir chez Solido à Oulin. J'ai répondu à une annonce, une petite annonce. Je me suis déplacé, j'habitais dans la région parisienne. Je me suis déplacé donc à Ivry-la-Bataille, parce que Solido était à Ivry-la-Bataille à cette époque. Voilà, et étant pas passionné, mais intéressé par l'automobile, et passionné de moto, c'est quelque chose qui m'a attiré, quoi. La première pièce que j'ai dessinée chez Solido, c'est
Deuxième étage du bus londonien, en mai 78. Comme évolution, je suis rentré donc comme dessinateur détaillant. J'ai gravi tous les échelons d'un bureau d'études pour finir projeteur. Et ensuite, je suis passé au marketing comme chef de produit et responsable marketing. Donc oui, je ne me voyais pas finir responsable marketing avec un CAP de dessinateur. Donc ça, c'est dû à des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui étaient un peu autodidactes comme moi. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus difficile. À Ivry, alors là, on était tous en famille, on se connaissait tous, jamais un mot, jamais rien. Après, quand je suis revenu en 1974, c'était différent, parce qu'on avait déjà, c'était très important, on approchait les 400, si c'est pas plus. On avait 5 quarts qui arrivaient avec des femmes principalement. Avec la nouvelle direction, M. Émile Véron, le PDG de Majorette à l'époque, là on a connu vraiment un développement extraordinaire. C'est parti en flèche. Tout le monde avait été un petit peu dans l'euphorie du développement. Vraiment une excellente ambiance avec tout le monde, tout le personnel s'entendait très très bien. Pour qu'une entreprise marche, il faut qu'il y ait un consensus général, depuis le poste le plus humble jusqu'au président-directeur général. Il faut que tout le monde ait la même grande ambition. Ici, les salaires sont plutôt plus élevés qu'ailleurs. Le PDG a pris une longueur d'avance dans le domaine social en dépensant des sommes considérables pour améliorer les conditions de travail, assurer une formation économique à son personnel. Bref, il a multiplié les initiatives susceptibles de donner à son entreprise une image qui n'ait rien à voir avec celle qu'on se fait de l'usine en général. Il a assuré un certain épanouissement à son personnel, c'est sans doute son meilleur investissement, mais cette confiance, c'est très dur de l'obtenir. Les meilleurs souvenirs, c'est les premières années, justement, avec ce développement très très rapide, cette bonne ambiance dans le travail où tout le monde se serre les coudes et a envie de progresser, d'aller plus loin. Quand Solido donc était repris par le groupe Majorette qui, M. Véron avait des idées au niveau de la satisfaction du côté social de ses employés, portait une grande attention au bien-être de ses salariés et donc il l'avait dans sa philosophie de dire que le travail doit profiter aux salariés. Lui, il avait porté une grande attention sur l'intéressement du personnel aux bénéfices de l'entreprise. Solido, du coup, bénéficiait également de ce dispositif. Donc, évidemment, l'intérêt aux bénéfices, ça contribuait à motiver les troupes, parce qu'on voyait que le chiffre d'affaires progressait, donc du coup, intéressement également intéressant. Chacun travaillait quand même sérieusement, c'était pas... Il y avait du boulot, Et puis alors après, moi toute seule au club, là c'était encore pire, j'étais vraiment que moi. Mais l'ambiance dans Solido, non, était bonne, relativement bonne. Dans les ateliers, que ce soit au montage, à la peinture, il y avait une bonne ambiance. En principe, les gens étaient quand même agréables. Je dis que c'était une chance d'avoir connu Solido dans ces années-là, de reprise, vraiment de reprise, où tout était là, tous les moules étaient là. Alors on avait le bureau d'études qui reprenait les moules, qui les améliorait. Après, tout était sur place à Oulin, le bureau d'études qui concevait les modèles. Vous allez voir M. De Broc. M. De Broc, lui, partait carrément dans les musées, relevait les codes des véhicules, etc. Et c'est à partir de ça que les dessins étaient faits. Après, les moules étaient fabriqués au service mécanique. Tout était fait sur place. La production au niveau du zamac, la production du plastique, le montage, les expéditions, tout était fait sur place. Il y avait 3 sites. Ivry-la-Bataille, où il y avait le bureau d'études et la mécanique, un site de production qui était Oulin, et un site d'administration et vente qui était à Versailles. Alors, en fait, en gros, je n'ai pas les chiffres exacts, il y avait 50 personnes à Ivry-la-Bataille. Donc Ivry-la-Bataille, je parle des années 80.
Donc Ivry-la-Bataille, c'était donc le bureau d'études et l'outillage, principalement. Au bureau d'études, on était 5 à l'époque. Oulin, c'était 450 personnes salariés d'Oulin. Donc là, c'était la production, production, montage, etc. Et puis une cinquantaine de personnes à Versailles, où il y avait les services commerciaux, les services administratifs et la direction. Mais il y avait cet esprit famille, oui, ça se passait bien. Moi, le vieux père de Vazeille, Ferdinand, que j'ai connu, c'était un monsieur très âgé, et c'était comme un grand-père. Quand il passait, il venait souvent parce que la maison, elle était derrière l'usine. Quand il passait, il y avait des hommes qui allaient discuter comme un ami. Et puis nous, il passait, il nous disait bonjour à tout le monde. Et il faisait toute l'usine. Et puis, s'il n'y avait aucun problème, il rentrait chez lui. Après, ça a été son fils Jean, qui était plus distant, qui passait de temps en temps, mais en coup de vent. C'était plus du tout, c'est ce qui m'avait choqué, moi, en 10 ans de temps, de voir... moi, j'ai été absente de 64 à 74, et quand je suis revenue en 74, c'était plus du tout... c'était plus du tout ce que j'avais connu. Déjà, on était beaucoup plus, mais c'était vraiment l'usine. Un numéro, il fallait se dépêcher, il fallait... Alors au départ c'est dur, et puis après on s'y fait un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on approuvait tout, mais bon, Alors au départ je disais je resterai pas. Puis je suis resté 26 ans. Alors tout compte fait. C'était pas si mal peut-être. On faisait avec. J'ai pas eu à me plaindre des différents patrons. Il y en a même que j'ai même pas connus. Je crois que ceux de chez Idéa Loisirs, je sais même pas s'ils sont venus visiter l'usine. Je crois qu'ils avaient dû acheter l'usine. Je me rappelle plus trop, mais il y a des patrons qu'on n'a pas connus, quoi, en fait. Chez Solido, j'étais au service commercial, assistante commerciale, donc France Export. Nous avions des clients, évidemment en France, c'était des distributeurs. On ne travaillait pas directement avec les détaillants, on travaillait avec des grossistes. Et puis à l'export, c'est pareil, dans chaque pays, on avait des distributeurs officiels. On utilisait le réseau Majorette, le réseau du groupe Majorette, les filiales Majorette. Et à son tour, Solido a créé des filiales. Solido, la première, je crois que c'était Solido GmbH, donc en Allemagne. Il y a eu Solido Italia, UK aussi, je crois. Je ne suis plus trop sûre. Sinon, les distributeurs Majorette Japon, Majorette Canada. Ah oui, puis Solido aussi a créé une filiale à Miami, donc Solido USA. Tout le monde nous connaissait. Solido dans le coin, c'était populaire, c'était connu. Vis-à-vis des gens, c'était plus pareil parce qu'on travaillait beaucoup pour des pays lointains. On n'avait plus nos petits clients, mais il y a des gens qu'on construit dans le coin parce qu'ils travaillaient là. Il y avait des couples quand même aussi qui habitaient tout près, là, dans Oulin, c'était facile pour eux. Comme toutes les usines du secteur, tout a fermé. Après... Parce que moi, quand je suis partie, on n'était plus qu'à peine 100, 81. Alors que quand j'étais revenue en 74, 25 ans plus tôt, on était 400, je crois, 464. Début des années 90, voilà, il y a eu une belle montée en puissance. Et puis en 90, après, je dirais qu'il y a eu un peu le déclin, quoi. Solido était filiale à 99,99% de Majorette. Donc, à partir de cette époque, il y a eu des turbulences.
À Lyon, rien ne va plus chez Majorette, cette petite entreprise qui fabrique, vous le savez, les petites voitures que nous connaissons tous. Les employés redoutent visiblement la vente de leur société. Le tribunal de commerce avait choisi la société Idéal Loisirs pour reprendre Majorette. Aujourd'hui, les salariés cherchent à faire appel de cette décision. Ils craignent à terme d'être licenciés. La petite Majorette de notre enfance risque de ne plus rouler. Le leader mondial de la voiture miniature a déposé le bilan. Depuis des années, la santé du groupe n'a cessé de se dégrader. La situation financière est catastrophique, les dettes dépassent les 500 millions de francs. Et puis du coup, l'ambiance s'est trouvée, comment dire, amoindrie. Les problèmes sont apparus quand Majorette a rencontré ses premières difficultés. Du coup, Solido a eu le contre-coup aussi, et c'est là que ça a commencé à décliner. Quand on est dans une entreprise où on commence à sentir les difficultés apparaître, l'ambiance a commencé à se détériorer. L'impact de la fermeture de la société, je pense qu'il a été assez conséquent parce que les gens travaillaient, le personnel qui était là travaillait localement, c'était du personnel local. Par contre, à une époque, c'est vrai que... Mais si Solido, ça a toujours été comme ça. Et je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi. Ça a toujours été les montagnes russes. Forcément, à chaque changement de propriétaire, de société, c'était toujours un peu compliqué, quoi. J'ai connu des grèves. Dans la société. J'ai connu pas mal de choses parce que... Malheureusement, quand la société devait soit être vendue, soit être prise, il y avait toujours un peu de conflit. 80-90, c'était une période assez trouble pour Solido parce qu'on était dans la période où on passait du jouet à la collection. Je dirais qu'avant 80, Solido, c'était avant tout destiné aux enfants. Après 80, on a vraiment senti la tendance où on arrivait vers un marché, un marché de niche, où c'était les anciens enfants qui avaient joué avec des petites Solido étant petits qui devenaient collectionneurs. Donc c'était vraiment un virage important. Et puis surtout un virage au niveau des modèles eux-mêmes qui demandaient beaucoup plus de détails, beaucoup plus de décoration. C'était vraiment... entre 80 et 90, c'est là que les choses ont vraiment basculé. Oui, on sentait le vent tourner. Je veux dire, aujourd'hui, on le vit dans tous les domaines. On va sur Internet, on voit un produit, on veut l'avoir le lendemain ou le surlendemain. On ne sait plus attendre. On ne sait plus attendre un produit et on ne sait plus prendre le plaisir d'aller voir le commerçant, discuter avec. Voir s'il a le produit, voir s'il n'a pas un produit un peu meilleur à côté, etc. C'est fini ça. On choisit sur Internet, on clique et on n'est pas content si on le reçoit 48 heures après. On le voulait 24 heures après. Dans le monde de la collection, Solido, c'est quand même une marque connue et reconnue. Même avec ses passages difficiles par moment, on arrivait à surfer sur des événements qui ont relancé à chaque fois la gamme. Les modèles en 18e WRC, par exemple, c'était un gros coup, la 205. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des chiffres énormes. Et ça, c'est des modèles qui entraînent et qui nous font connaître d'autres acheteurs éventuels. Il y a eu une période où il y a eu une évolution. Donc moi, je suis rentré chez Solido dans une période de déclin, puisque c'était la famille de Vazeille qui étaient les créateurs de la société qui venaient suite à des difficultés de vendre leur société. On a été racheté par Majorette, donc là c'était la fin d'une période, mais le début d'une autre avec de plus gros moyens. Donc ça c'était une belle progression qui s'est mal terminée parce que Majorette a fait des choix pour la gamme Majorette qui n'ont pas fonctionné, donc on a été obligé la société a été remise sur le marché et on a été racheté par une société qui s'appelait Idéal Loisirs. À la veille de Pâques, les salariés de Majorette, le numéro 2 français du jouet installé dans la région lyonnaise, ont appris que leur société allait être reprise par Idéal Loisirs, le créateur de Babar, célèbre, et vendeur des Tortues Ninja.
Une bonne nouvelle qui a son revers puisque le repreneur ne va pas maintenir l'ensemble des contrats de travail, d'où l'amertume des employés rencontrés ce matin à l'usine lyonnaise. Avec un patron qui croyait vraiment en Solido, hein, donc qui a mis des gros moyens. On a pu renforcer la gamme 18e, on a créé une gamme 12e. Il y a eu... c'était une belle aventure, l'aventure Idéal Loisirs. Après, on a été racheté par d'autres sociétés soit financières, soit sociétés de domaine du jouet, pour qui Solido était une petite partie d'un ensemble, pas forcément prioritaire. Hein. Donc les forces de vente étaient souvent... on vendait plus facilement du Smoby ou du Majorette que du Solido, et Solido était entre guillemets la dernière roue du carrosse. D'ailleurs, Solido s'est terminé en 2006 avec ce constat. Smoby, qui était le propriétaire de Solido à cette époque-là, n'accordait aucune importance à Solido. On était vraiment, si les commerciaux avaient 5 minutes, ils sortaient le catalogue, mais leur but c'était de vendre avant tout du Smoby, un petit peu de Majorette, mais Solido c'est pas leur cheval de bataille. Donc à part le 18e, mais tout ce qui était 43e, tout était fabriqué ici. Donc même j'ai les 2 Corvettes chez moi, ou 12e, celles-ci n'ont pas été fabriquées ici. Donc oui, effectivement, le fait qu'elles soient plus fabriquées en France, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, quelles sont les marques de jouets qui sont fabriquées aujourd'hui en France? J'en connais pas beaucoup, malheureusement. Ah non, j'ai vu une évolution. Déjà, moi dans mon métier, dans la mécanique, j'ai vu l'évolution, j'ai vu les machines numériques arriver. Après, dans les machines que l'on fabriquait, nous, on était 3 à les fabriquer, je le répète, hein, on a intégré l'ordinateur programmable. Déjà, les premiers ordinateurs programmables, c'était des Merlin-Garin. J'ai même fait des stages d'électromécanique, des stages de pneumatique. J'ai appris plusieurs métiers en faisant ça, quoi. Au début, quand je suis arrivée en 1982, on n'avait pas d'ordinateur portable, hein, tout était fait à la machine à écrire. On était encore à l'époque des Telex. On a eu un premier PC peut-être vers 1984. On avait un PC que nous étions plusieurs à utiliser, donc à tour de rôle. On utilisait le traitement de texte ou Excel. Moi, au début, j'ai commencé sur Multiplan. Par contre, pour ce qui était la facturation et les bons de livraison et la gestion des commandes, disons, nous avions c'était IBM, hein, nous avions un système informatique quand même qui avait été mis en place dans les années 82-83. Les horaires, moi j'ai jamais travaillé en équipe là-bas, donc j'étais à la journée. Mais comme j'étais un responsable plus ou moins un petit peu souvent, mes horaires, je ne les comptais pas vraiment, quoi. Donc je faisais plus que ma part, mais c'était pas gênant, parce qu'on avait besoin d'une journée, on la prenait, et puis voilà. Mais c'est plus comme maintenant, tout est... Oui, j'ai connu la société avec des 3-8. On ne travaillait pas toujours en 3-8, parce qu'il y avait des périodes hein, où, au moment de Noël, au moment à la fête des pères, on faisait toujours des choses, des coffrets, des choses comme ça, pour des choses bien précises. Donc s'il fallait travailler en 3-8, on travaillait en 3-8. Moi j'ai connu les 3-8. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai connu les 3-8. Ça m'est arrivé pour une série, je me rappelle, parce que vous en parlez, c'est pour ça que ça me revient, une série de voitures qui devait absolument partir le lendemain chez le monteur. On est venu avec un collègue, on est venu à 2h du matin en pleine nuit pour finir la série, vite fait. Alors c'était pas notre rôle de le faire, mais on l'a fait. Donc c'était bon enfant, quoi. Moi, quand je suis rentrée chez Solido, je devais être aux 42 heures. 42 heures, on a dû passer aux 40 heures, on est passé aux 38 heures, et j'ai fini ma carrière à 35 heures. Mais bon, ça c'est chez Solido, je parle. Mais bon, après, en cadre, on n'a pas vraiment d'horaire. Hein. Quand le travail doit être fait, il doit être fait. Hein. Point, c'est tout. Donc s'il fallait qu'on vienne travailler le samedi parce qu'il y avait des choses à faire pendant que l'usine était fermée, on venait le faire. Et puis, moi et mes collègues, lorsqu'on venait le samedi, ça ne nous pesait pas. C'était pas... voilà, on disait pas... Voilà, non, ça ne pesait pas, il fallait le faire. C'était comme ça faisait partie du job. Et voilà. Au niveau de l'ensemble des salariés, hein, que ce soit la production, que ce soit les services administratifs. Donc il y avait une bonne cohésion, parce qu'elle a signalé quand même que c'est pas la même chose partout. Des fois il y a des
quand même des clivages entre la production, l'administratif, hein, les personnes ne s'entendent pas toujours, mais là, nous, tout le monde s'entendait très bien. On avait un comité d'entreprise qui était très dynamique, on a fait beaucoup de choses. Enfin, ce comité d'entreprise nous a proposé beaucoup d'activités, des sorties au parc Astérix, à Disney qui venait d'ouvrir. Nous étions partis également en Belgique, là, au parc à Walibi, on faisait des soirées. Donc des soirées, il y avait eu la soirée choucroute, je me souviens. Non mais bon, un très bon état d'esprit où tout le monde s'amusait les uns avec les autres. Le comité d'entreprise avait également fait réaliser un terrain de tennis à proximité de l'entreprise. Donc le terrain de tennis, ça permettait de se retrouver. On faisait des tournois de ping-pong à l'époque. Voilà. C'était les bons souvenirs. On faisait des salons comme Rétromobile, on faisait le salon de l'automobile, etc. Donc ça, c'était vraiment un lieu de rencontre et de discussion avec nos clients directs et nos clients indirects. Alors, sur les salons, j'emmenais tous les ans le catalogue de l'année qui allait arriver, avec les suppressions de catalogues et les nouveautés à venir, ainsi que les tarifs. Alors, ça me servait évidemment pour les salons professionnels, mais surtout pour le grand public. Moi, j'étais davantage pour le grand public. Le professionnel, c'était pour faire découvrir le club, en fait. Tous les salons se situaient à peu près à la même époque, hein, principalement sur janvier. Donc on passait d'un salon à l'autre. Il y avait d'abord Paris. À l'époque, il y avait d'abord Paris, ensuite Nuremberg, ensuite New York. Donc on enfilait les 3 salons à la suite. Donc là, c'était aussi un gros travail de préparation, hein. Ça faisait partie de ma fonction de préparer tous les produits, avoir des produits irréprochables dans les vitrines, bien sûr, et puis et trouver des astuces pour présenter des produits qui n'étaient pas encore existants. Donc c'était sous forme de ce qu'on appelait ça des masters. On faisait réaliser des petites maquettes en résine, on faisait des photos, on faisait tout un tas on essayait d'animer les vitrines, quoi. J'ai eu l'occasion de faire, alors, aussi bien pour Solido, Majorette et Club Solido, les salons. Alors le salon professionnel à Villepinte, qui était vraiment destiné plutôt aux grossistes et aux détaillants, c'était vraiment quelque chose de bien particulier, et j'embrayais aussitôt sur Rétromobile à la porte de Versailles. Alors là, c'était autre chose, c'était complètement différent. Là, c'était davantage représenter Solido et le Club Solido, évidemment. Également, le salon du modélisme, qui se tenait à la porte de Versailles, en principe, ça coïncidait avec les vacances de Pâques. Et là, je représentais Solido et Majorette. Alors, le salon du jouet, alors Majorette avait un stand, Solido avait son stand. Alors on exposait évidemment des modèles et puis on répondait au public par rapport aux nouveautés qui étaient programmées pour l'année, puisque le salon du jouet se situait au mois de janvier, donc ça permettait d'informer toute la clientèle et le public, les futurs acheteurs, disons, de connaître les nouveautés qui allaient sortir tout au long de l'année. Voilà, ça permettait aux clients aussi, aux distributeurs, de venir justement recueillir beaucoup d'informations là, à ce moment-là. Bon, comme tout salon, moi, le souvenir que j'en garde, c'était le côté très, très fatigant, disons, être toute la journée toujours debout, piétiner sur la moquette synthétique. À la fin de la journée, on n'en pouvait plus, on était très fatigués. Mais bon, c'était le côté plaisant de rencontrer ses clients. J'aimais bien la période des salons, hein, la période des préparations de collection, la période des salons, c'était très, très, très vivant. Le contact avec les clients, les retours clients, c'était très, très, très sympathique. Le stand ne désemplissait pas, il y avait toujours du monde sur notre stand.
Voilà, donc toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses, du matin au soir. Enfin, les clients, qu'est-ce que vous allez sortir comme nouveauté? Ou alors les premiers salons quand Solido a été repris par Majorette, quand est-ce que vous allez ressortir les véhicules militaires? Il y avait beaucoup de ces questions-là, de 82, 83, début 84, là. Les 3 premiers salons, c'était beaucoup de collectionneurs d'engins militaires qui venaient. Ah, c'est dommage, Solido fait plus de véhicules militaires. C'était la partie, je dirais, la période de l'année et la partie de mon travail qui était la plus, on va dire, la plus valorisante, quoi, où on a des retours positifs de ce qu'on a proposé, qui a été sélectionné et qui est produit. C'était, moi je dirais, une très belle époque, très formatrice, avec une très bonne ambiance dans le travail. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est mon patron de l'époque qui m'a fait confiance et qui m'a donné cette opportunité de passer au marketing, c'est-à-dire de passer à la décision et non plus à l'exécution. Hein. C'est un poste très important pour moi, qui a été dur j'ai accepté après une grosse réflexion parce que je sentais qu'il y avait vraiment une étape importante où le retour en arrière serait difficile. On est toujours à la fin des années 80. Le bureau d'études est en train de s'informatiser. Hein, tous les logiciels de dessin arrivent, etc. Moi, j'y ai pas touché, j'ai pas connu cette période. C'était vraiment le tout début. Et lorsque j'ai pris ce virage de passer au marketing, j'ai senti que le retour en arrière serait difficile parce que 4-5 ans après, un dessinateur qui sait servir que d'un critérium et d'un rotring ne serait pas très convoité. Hein. Donc voilà, mais ça a été une étape importante de ma carrière, oui. Passer de l'autre côté, passer du côté où quand un produit sort, on y est vraiment pour quelque chose. On ne l'a pas exécuté, on l'a choisi. Ça, dans les années 60, c'était nos feuilles de paye. Maintenant, c'est un petit journal, là. J'ai un petit-fils, il a vu ça, parce que j'en ai un paquet haut comme ça. Il l'a pris en photo et il a dit à ses copains, devine ce que c'est. Alors, l'établissement, il s'appelait Solivac à l'époque. Il a changé de nom à un moment donné. Alors, nous avons eu aussi un petit reportage qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, donc, et qui se composait, c'était sur la naissance du jouet. Donc, c'était une radiovision qui se composait d'une cassette, alors cassette son, cassette audio, hein, et puis d'un petit portefeuille qui, lui, contenait 16 diapositives, retraçant chaque étape depuis le bureau d'études, la réunion, savoir ce qu'il allait falloir sortir comme modèle, jusqu'à la fin. Donc ça, c'était un petit... Et puis, il y avait en accompagnement un tout petit livret, mais très succinct, de la fabrication et un bref historique de la voiture miniature. Alors ça, c'était l'atelier des hommes. Et puis voilà comment ça sortait, les voitures de la fonderie, avec un G. Donc il y avait des femmes qui étaient assises à côté des messieurs de la fonderie et puis qui cassaient les G. Ils avaient des chiffons, hein, parce que ça faisait mal aux mains. Hein. Alors voilà les plateaux où on alignait toutes les voitures dedans quand ça sortait de la peinture. Ils étaient bien alignés dans le même sens. Ça, c'était peint à la main, les décors. Alors il y avait, mon rôle était de sélectionner tout un tas de produits dans les différentes gammes. Cette sélection était ensuite discutée en comité de sélection. Hein. C'est-à-dire que là, il y avait la direction générale, les différents chefs de service, et principalement le commerce, hein, puisque le commerce avait vraiment... Les commerciaux avaient vraiment leur mot à dire et ils avaient aussi tout un tas de remontées terrain importantes. Et à partir de ce comité de sélection, on faisait des choix. Hein. On faisait des choix en votant. En fait, sous la pression de la direction de l'époque, on m'a demandé de faire un site de vente. On a fait un site de vente qui n'a pas marché très très fort, mais qui a créé beaucoup de mécontentement. Hein.
C'était une époque où il y avait encore des grossistes et des détaillants. Donc que ce soit les grossistes ou les détaillants, ils ont tous pris très très mal le fait qu'on vende en direct nos productions. Hein. Donc on n'a pas eu un énorme chiffre d'affaires, ça ne nous a pas apporté un énorme chiffre d'affaires, par contre ça nous a apporté beaucoup de mécontentement au niveau de notre clientèle traditionnelle. Mais M. Véron, à l'époque, était déjà très soucieux de l'environnement, des économies, notamment au niveau du papier. Quand il arrivait, on avait intérêt, nos Telex, de couper vraiment juste le Telex, à ne pas laisser 10 cm en dessous du texte et puis de gâcher du papier. Attention, le Telex, c'est quoi là? C'est 5 cm de papier, il n'y a pas besoin de ces 5 cm de papier sous le Telex, là, ça peut être coupé là-bas au-dessus, ça... Des petits souvenirs comme ça. Quand il y avait le Tour de France, il y en a toujours un qui s'absentait 5 minutes, qui allait, dans les années 64, 5, 6, qui allait au fond du magasin avec un transistor, qui allait écouter 5 minutes, et puis après il y en a un autre qui repartait 5 minutes, parce que jusqu'à temps que ça arrive, parce que c'était vraiment la passion Bon, quand c'était arrivé, tout le monde disait c'est un tel qui a gagné, tout le monde reprenait, ça avait duré 10 minutes à quart d'heure, ils avaient fait leur petit truc, et nous on rigolait parce qu'on disait attention, attention, va le Tour de France. C'était bon. Puis après il y avait... à Noël aussi, on aimait bien parce qu'il y avait la boulangerie du secteur, elle faisait des petits bonhommes en brioche. Alors ça, c'était notre truc, Noël, on faisait notre commande le matin, il y en a une qui passait les prendre pour 8, 10, 15 personnes. Et c'était la fête, on mangeait un petit truc en brioche parce que c'était la semaine avant Noël. L'usine ancienne, dans la fenêtre des toilettes, on mettait des lignes de pêche, on allait pêcher. Dans la rivière, mais il y a la rivière passée. Hein. Bah oui. Les écoulements, ils partaient directement à la rivière. Donc on pêchait, on sortait les truites. Hein. Alors on allait aux toilettes, on posait la ligne, on l'accrochait après la chasse d'eau, le tuyau, je me souviens plus. Ouais. On allait retourner travailler, puis on retournait un petit peu voir après s'il y avait une touche. Et c'est les années 70. Hein. On a eu Paris-Deauville qui est passé, qui s'est arrêté à l'usine. Alors là, tout le monde était au courant, il y avait un monde fou parce que pour voir toutes les voitures, les tacos et tout, j'ai encore, je crois, des photos chez moi. C'était un dimanche ou un samedi, c'était un jour où on ne travaillait pas, mais on s'est déplacé rien que pour voir le Paris-Deauville parce que tous les gens... Et puis alors, comme ils se sont arrêtés ici, ils ont eu le droit de visiter toute l'usine. Ces années où vraiment d'aller travailler, c'était... quasi un bonheur tous les jours. C'était, voilà, j'aimerais que la plupart que les salariés dans leur majorité ressentent aussi cette satisfaction au travail parce que on passe tellement de temps au travail que c'est important de s'y sentir bien, de s'y sentir utile, de s'y sentir valorisé. Quand on arrive à la retraite, quand on regarde son passé, de dire oui, je pense que je peux être satisfaite de ce que j'ai fait. Moi, cette époque de Solido, surtout les premières années, j'en garde un souvenir formidable. Je veux dire, au niveau relationnel avec les collègues, ça se passait très très bien. On était une petite famille, quoi. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est Ivry. Parce qu'on était, c'était une famille. De tous les ateliers, de tout... on était tous en famille, on se connaissait tous. Il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre. Notre patron, il passait, notre très vieux patron passait. Si vous aviez un problème, il disait bonjour à tout le monde. Vous lui demandiez, il disait, ou il vous répondait, ou il vous disait je reviendrai vous voir et ne vous oubliez pas. Et il passait toujours nous voir. Là, j'ai une documentation, mais ça date de 1980, à Oulin. Alors ça, ces deux personnages, je les connais encore.
Des jouets amusants. Autrefois, une fois par an, Noël pensait aux enfants. Maintenant, c'est plus épatant. Pour les enfants, pour les marchands et aussi pour les fabricants, on offre des jouets souvent. Pour faire sourire vos enfants et pour les distraire longtemps, choisissez bien auparavant des jouets simples et amusants, bien appropriés à leurs ans car l'enfant très intelligent a besoin de délassement. En effet, bien fréquemment, vous achetez à votre enfant un jouet qui est trop savant pour son âge et conséquemment, il s'en lasse rapidement ou le casse immédiatement et quelquefois plus rarement, il le jette indifférent tout au fond de l'appartement au placard des vieux vêtements. Il aurait toujours eu le temps de recevoir prochains ans un jouet si éblouissant mais qui n'était pas amusant. Nous savons bien que les parents, papa surtout évidemment, fera joujou certainement avec les jeux que son enfant recevra pour le nouvel an. Mais ceci prouve abondamment que Noël une fois par an n'était vraiment pas suffisant, ou le tort qu'avaient les parents d'offrir déjà à leur enfant un jouet seulement amusant pour ses 20, 30 ou 40 ans. Achetez donc à vos enfants des jouets simples et amusants, bien appropriés à leurs ans, et des jouets français seulement. Poésie de Ferdinand de Vazeille, 1939.